On a en ligne Isabelle Ferreras, qui est sociologue et politologue et qui a présidé un comité d'experts commandité par le gouvernement espagnol pour intégrer la démocratie dans l'entreprise. Le rapport est sorti lundi, le rapport de ce comité. Je ne sais pas qui a eu le courage encore de lire les 400 pages et quelques du rapport depuis lundi. De mon côté, je n'ai lu que le résumé. Et nous avons aussi Charles Fournier qui est député de la première circonscription d'Indre-et-Loire et qui a déposé le 2 décembre 2025 une proposition de loi pour renforcer la démocratie dans l'entreprise. On trouvait que justement ces deux échéances étaient plutôt intéressantes et se répondaient beaucoup. Et je vois qu'Isabelle est apparue parmi nous. Ah, là, je commence à vous entendre. Ah, est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup. Donc tu ne le vois pas d'ici, mais il y a beaucoup de gens qui te regardent. Ok, d'accord. Bon, je me tiens bien alors. Et ce que je vous propose, c'est des temps de présentation très rapides, à la fois du rapport espagnol, à la fois de la proposition de loi, 10 minutes chacun pour laisser le maximum de temps d'échange avec la salle. C'est un peu frustrant 10 minutes, mais on peut approfondir avec les échanges. Et je vous propose de commencer par Isabelle. On commence par l'international et on se centre sur la France. Avec plaisir, si ça vous semble bien. Bon après-midi, Corentin. Super. Bonjour à tous et toutes. Vous m'entendez bien? Oui? Ok, super. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir de vous parler, même si ça aurait été encore plus un plaisir d'être avec vous physiquement. Mais comme nous avons dû le prévoir avec Corentin, l'agenda a été chamboulé parce que plutôt que d'être à Paris aujourd'hui, effectivement, je suis à Boston parce que lundi dernier, nous avons présenté le rapport commandité par la ministre du Travail et de l'Économie sociale, vice-présidente du gouvernement espagnol à Madrid. Et j'ai ce rapport avec moi. C'est mon exemplaire, ma copie qui est bien lourde, mais c'est vraiment sympa de pouvoir le transporter et d'avoir pu en fait lui faire déjà traverser l'Atlantique. Parce que hier, nous avons eu 2 événements à Harvard où la ministre a présenté le rapport à la Kennedy School et à la faculté de droit dans le cadre de la leçon annuelle en droit du travail, la Dunlop Lecture. C'était un grand moment parce que de voir une responsable de gouvernement européen qui vient défendre les conclusions du rapport et mettre tout son poids politique dans le réveil de notre démocratie quant à la nécessité d'étendre la démocratie dans l'économie, dans l'entreprise spécifiquement, c'est quand même assez extraordinaire de le voir et c'est ce qui s'est passé hier. Donc, du coup, je suis à Boston. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Ce rapport, je vais juste l'introduire très rapidement, vous dire que il y a une situation en Espagne qui est très intéressante parce que l'Espagne a un article constitutionnel qui n'était pas mis par hasard dans la Constitution il y a 48 ans quand l'Espagne a entamé sa transition démocratique. Et la transition démocratique de l'Espagne a été bien comprise par le constituant espagnol comme devant dire quelque chose dans le quotidien de la vie des personnes. On ne démocratise pas un pays qui sort d'une dictature, la dictature franquiste, et d'un système hyper autoritaire, sans que ça veuille dire quelque chose dans le quotidien de la vie des personnes. Et donc l'article 129.2 a été mis dans la Constitution. Cet article peut avoir l'air d'être un article communiste, effrayant à des oreilles néolibérales. Et à l'époque, elle a fait l'objet d'un consensus au travers de tout le spectre politique. Donc, il n'y a rien à voir avec des menaces pour la démocratie. Il y a au contraire tout à voir avec les conditions qui permettent à la démocratie d'être un projet vivant, d'être en fait une manière de vivre et d'être une culture au quotidien. Du coup, l'article dit que il faut que les pouvoirs publics
spécifiquement, ils sont bien interpellés dans la Constitution, par la Constitution elle-même, que les pouvoirs publics mettent en œuvre les conditions qui vont permettre aux travailleurs de pouvoir participer aux décisions dans l'entreprise et qui vont pouvoir aussi leur ouvrir l'accès à la propriété des moyens de production. Ça, je vous cite vraiment la traduction littérale. Et de quoi ça nous parle? Ben, spécifiquement de ce que nous, comme théoriciens de la démocratie, pouvons considérer comme être les deux faces, en fait, de la démocratie économique. L'accès à la voix, au fait de pouvoir avoir une voix au travail, dans les décisions qui vous concernent, et l'accès à la propriété de cette richesse commune que vous créez par votre travail. Et ben, la constitution donc espagnole, évidemment, ben, elle est clairissime, et en même temps, l'Espagne, comme tous nos pays européens, elle se réveille là, choquée de 50 ans de néolibéralisme, où les gouvernements de droite comme de gauche ont complètement oublié cet article. C'est fort impressionnant de réaliser que rien n'a été fait. Du coup, Yolanda Díaz, qui est la vice-première ministre espagnole et ministre du Travail et de l'économie sociale, a mis sur pied un comité d'experts, je pense, se rendant compte quand même du fait que c'était quand même des sujets assez compliqués, qui pouvaient être très polémiques, et qu'il fallait réunir toute la connaissance scientifique sur ces questions pour pouvoir nourrir un débat de qualité. Et j'ai eu la chance qu'elle me propose de présider ce comité d'experts. Et nous avons travaillé, donc nous avons été installés en fait il y a un an tout juste, le 21 février 2025. Et donc en moins d'un an, nous avons couru une course de fond pour remettre un rapport de 500 pages en espagnol et 400 pages en anglais, pour qu'il soit bilingue, pour permettre directement qu'il y ait une discussion utile en Espagne, mais aussi au niveau international. Et ce rapport, eh bien, il est constitué de deux parties. Une première partie qui fait vraiment état d'un diagnostic de la situation espagnole, spécifiquement, qu'est-ce qui a été mis en œuvre en Espagne. L'Espagne est un pays qui a, par exemple, un système développé de comités d'entreprise. Au niveau des entreprises de plus de 50 travailleurs, il est prévu que les travailleurs aient accès à l'information de consultation, mais il n'y a pas d'accès à la décision ou à la codécision. Et il n'y a certainement pas d'accès aux questions stratégiques. Et donc, c'est de ça dont il s'agit, évidemment. C'est de penser comment les travailleurs, les travailleuses qui investissent en travail dans l'entreprise peuvent peser sur les décisions également stratégiques. Et sur la question de l'accès à la propriété, rien n'a été fait. Là, il y a carrément rien. Et évidemment, il y a le champ de l'économie sociale et solidaire qui, en Espagne, est bien développé. On est à peu près à 10% du PIB, un peu comme en France. Donc, nous, on a considéré, évidemment, dans le rapport que le champ de l'économie sociale et solidaire était hyper pertinent parce qu'il est préfiguratif de cette mise en œuvre, en fait, de ces deux promesses. Et donc, on a structuré ce rapport autour de ces deux promesses pour voir comment, à la fois, elles ne sont pas tenues dans le contexte espagnol et en même temps où il y a déjà beaucoup de prémices qui sont très positives et beaucoup de pratiques qui montrent que c'est tout à fait faisable et que c'est pas un rêve de théoricien. Le rapport, dans sa première partie, permet de considérer aussi la pertinence de ces deux promesses aujourd'hui. On pourrait se dire, si on veut faire l'avocat du diable, que peut-être le constituant espagnol avait eu une bonne idée, mais qu'en fait, il s'était un peu trompé dans sa compréhension des enjeux et qu'aujourd'hui, on peut faire sans accès à la voix et accès à la propriété. Évidemment, on a passé en revue toute la connaissance que nous avons sur ces questions pour structurer en fait 9 chapitres qui passent en revue les 9 grandes crises actuelles qui vont de la crise de succession des PME à la crise planétaire, de l'incapacité de notre modèle économique extractiviste à rentrer dans les limites planétaires, pour montrer combien les deux promesses sont plus actuelles que jamais, en fait encore plus pertinentes aujourd'hui, si on peut dire, qu'il y a 50 ans. Et ça, en passant par la crise de la gouvernance, par exemple, de l'IA, qui est un problème absolument massif, incontournable aujourd'hui, sur lequel on peut pas ne pas se mobiliser d'urgence. Du coup, la deuxième partie du rapport, que vous pouvez trouver donc en ligne, on a fait un site
avec le comité d'experts. Donc, je vous le mentionne parce que si vous voulez lire le rapport, enfin, j'espère que vous allez le lire. Je sais que j'ai affaire à des gens qui sont très mobilisés sur ces enjeux de démocratie dans l'entreprise à tel point qu'ils veulent l'outiller. Donc, le rapport est accessible sur le site reportondemocracyatwork.org. Et là, vous avez l'onglet Report et vous pouvez tout télécharger. La deuxième partie du rapport, il y en a que 2, je vous rassure. La deuxième partie, eh bien, elle nous permet de mener les 2 autres. On avait 3 missions. C'était première mission diagnostic, et puis les 2 autres missions d'ordre stratégique, d'imaginer un plan de transition pour l'économie espagnole, tout simplement. Et puis, une mission vraiment pratique de politique publique, d'aller dans le détail des outils, en fait, que les pouvoirs publics doivent mettre à leur disposition pour mettre en œuvre cette transition. La mission stratégique, nous proposons quelque chose, je pense, qui est très original, qui est d'envisager que, effectivement, les pouvoirs publics doivent mettre en œuvre une transition démocratique des entreprises, considérant qu'en fait, c'est chaque entreprise qui doit se mobiliser, pas que les entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui ont une responsabilité d'être démocratiques. Non, toutes les entreprises doivent répondre en fait à ces 2 promesses. Du coup, nous proposons de considérer que pour mesurer l'avancée sur cette trajectoire de chaque entreprise, le gouvernement devrait s'équiper d'un indice de développement démocratique des entreprises qui va permettre aux entreprises d'être classées sur un ranking, une échelle de 6 niveaux qui mesure l'état en fait de l'accès des travailleurs, des travailleuses à la voix. Donc c'est les droits, il s'agit des droits politiques de peser sur les décisions, indépendamment de l'accès à la propriété, et puis de l'accès à la propriété. Et ensuite, on détaille tous ces instruments, et on a même une proposition de loi parce que le gouvernement nous avait demandé ça. On a été des bons élèves et on voulait surtout éviter qu'ils aient des arguments pour dire qu'il y avait encore beaucoup d'étapes à passer, à franchir avant de pouvoir avancer. Donc, on a un rapport qui est quand même assez complet et qui permet d'équiper le gouvernement espagnol s'il souhaite avancer. Et je dirais que ce qui est intéressant aussi dans le processus, c'est que la ministre s'est engagée en fait à mettre le sujet sur la table du dialogue social d'abord. Donc, patronat et syndicats vont être appelés à négocier. Il s'agit le secrétaire d'État au travail, Joaquín Pérez Rey, va convoquer cette table de négociation, comme on dit en Espagne, et va leur demander de se positionner. Évidemment, il est probable qu'on va arriver à certains blocages, et il est aussi bon de savoir que le gouvernement, en fait, a mis dans son accord de coalition le fait qu'il allait légiférer là-dessus. Et donc, s'il n'y a pas d'accord, en fait, au niveau du dialogue social, le gouvernement est quand même assez sous pression parce que il avait mis ça dans son accord de majorité et qui reste maintenant à l'Espagne 1 an et demi dans ce gouvernement Sanchez II pour avancer sur cette question. Je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas prendre trop de temps, mais je reste avec vous. Merci beaucoup Isabelle. On va maintenant explorer le cas français, Monsieur Fauré. Oui, alors bonjour à toutes et tous. Ça fait un peu rêver ce qui se passe en Espagne sur ces questions, en tout cas, puisque moi j'ai pas de commande qui m'a été passée pour travailler sur ces sujets. Et puis ce qui se passe en Espagne aussi autour de l'investissement pour l'économie sociale et solidaire, un plan interministériel de 800 millions d'euros. Quand nous, il n'y a pas très longtemps, on discutait de 20 millions d'euros pour soutenir l'écosystème de l'ESS. Il y a quand même quelques petits enjeux, je trouve, des choses qui se passent en Espagne qui peuvent nous inspirer. Peut-être vous dire, avant d'arriver à non seulement cette proposition, mais ce que vous savez pas, c'est que j'ai 3 propositions, en fait, c'est en 3 étages, mais vous dire avant que la question de la démocratie est un sujet qui guide complètement à la fois toute mon histoire et mon travail d'élu. J'ai été préalablement un élu régional en charge de la démocratie permanente, c'était tout à fait nouveau.
jamais les régions de s'occuper de ce sujet. J'ai emprunté l'idée de démocratie permanente, on pourrait l'appeler continue, tant à Dominique Rousseau qu'à Pierre Rosanvallon, avec l'idée que la démocratie, c'est pas juste le temps du vote et qu'on a un peu réduit l'idée que cette démocratie suffirait de voter pour être en démocratie. Il y a de plus en plus de pays qui votent et on peut pas vraiment dire que l'État démocratique progresse à travers le monde. Et donc c'est bien ce qui se passe de manière continue. Est-ce que nous avons le sentiment d'être influents, de pouvoir participer, d'avoir maille à partir avec les décisions de manière continue? Et je pense que l'État démocratique se mesure aussi par cette dimension-là. Et à l'époque, j'avais fait une tournée dans ma région pendant 1 an où je m'étais invité un peu partout pour nourrir une proposition de délibération sur les questions de démocratie qui a été adoptée, qui visait à porter le progrès démocratique à une échelle régionale. Plus récemment, je suis devenu député et je me suis interrogé immédiatement sur mais comment je vais être député et garder cette capacité à construire mes décisions en lien avec des citoyens. Et donc j'ai mis en place, c'était inédit et il fonctionne depuis 3 ans et il fonctionne vraiment, je le dis parce que souvent ces instances-là, elles peuvent un peu s'abîmer dans le temps, mais un parlement de circonscription où j'associe 80 habitants de ma circonscription qui sont renouvelés tous les ans pour partie et à mes travaux parlementaires. Et tout ce que je vais vous raconter, au moins 2 des 3 propositions dont je vais vous parler, viennent du travail que j'ai fait avec ce Parlement. C'est-à-dire toutes les auditions, tout ce qui a nourri la réflexion, c'est fait avec des citoyens de mon territoire et c'est un élément de fierté pour eux, pour nous, en disant finalement on arrive à faire ce travail parlementaire en articulation avec des habitants, c'est tout à fait possible et ça donne de la force. Quand je pose une question au gouvernement qui a été rédigée par des habitants de ma circonscription, on me répond pas exactement de la même manière. Voilà, il y a une espèce d'obligation, non pas de répondre forcément, parce que ça c'est quand même courant qu'on ne réponde pas vraiment aux questions, mais en tout cas, il y a une prudence dans la réponse qui est apportée. 3 propositions de loi, parce que je considère que la démocratie, ça c'est pas moi qui l'ai dit, mais beaucoup l'ont dit, c'est arrêté à la porte de l'entreprise. Elle n'est pas entrée dedans, et pourtant 80% du temps éveillé, on le passe au travail, et c'est l'endroit où ne vit pas cette démocratie comme elle devrait vivre. Confère les travaux, par exemple, de Thomas Coutreau et d'autres économistes qui montrent le lien direct entre la non-participation aux élections et le fait de ne pas avoir la parole dans l'entreprise, qui montre le lien entre le vote pour le Rassemblement national et les tensions que l'on peut vivre dans l'entreprise. Donc il y a quand même là un enjeu absolument dingue et la démocratie participative ne s'est pas du tout occupée de ça. Elle s'occupait de tout le reste. Elle demandait aux gens, en plus de leur boulot, de venir participer et souvent de manière décevante pour choisir la couleur du papier peint. Je fais un peu court, mais c'est ça que ça a pu générer. Et donc pour moi, il faut évidemment que cette démocratie trouve sa place dans le travail, qu'elle trouve sa place à l'endroit où on passe l'essentiel de notre temps. Et pour moi, il y a j'ai 3 propositions de loi. Il y en a une, effectivement, que vous avez notée parce qu'elle est déjà déposée sur la codétermination, et je reprends des travaux qui ont été faits par les uns et par les autres, mais pour faire rentrer massivement les salariés dans les conseils de surveillance, conseils d'administration des entreprises. La France aurait pu être pionnière à un moment donné, elle a reculé, la loi Pacte a ouvert un peu la boîte, mais enfin de manière assez faible. Quand vous avez un salarié dans un conseil d'administration, autant dire que l'ensemble des représentants du capital, si je fais un peu court, ou des investisseurs, il a un rôle assez mineur, vous pouvez l'imaginer. Donc il y a le modèle allemand que l'on connaît, 50%, donc moi je me suis basé sur ces 50%, mais en plus on a poussé le bouchon à des entreprises à partir de 250 salariés. Je pense même qu'on aurait pu descendre plus bas, mais c'est le choix qu'ont fait les participants à ce travail, avec l'idée de faire en sorte que dans la stratégie d'entreprise, on ait les salariés. Parce que je vais vous dire, j'ai fait un tour de France de l'industrie pendant 2 ans, et de ce tour de France, j'ai discuté avec des salariés, des entrepreneurs, avec plein de gens. Je peux vous dire que ceux qui ont des réflexions poussées sur l'avenir de leur entreprise, ce ne sont pas que les entrepreneurs. Ce sont aussi ceux qui y travaillent, parce qu'ils ont intérêt à ce que leur outil dure, parce qu'ils ont des réflexions sur les conséquences de leur activité, sur leur propre vie, sur la vie de leurs concitoyens. Par exemple, on a beaucoup parlé des polluants éternels. Je peux vous dire que beaucoup de salariés m'ont parlé des polluants éternels. Sont en alerte sur ce sujet quand d'autres ne le sont pas. Quand parfois nous, à l'Assemblée nationale, on a évacué les ustensiles de cuisine considérant que d'un point de vue économique, il fallait attendre. Les salariés, la majorité, c'est pas ce qu'ils disaient. Voilà. Et donc je le dis, s'ils sont dans le tour de table des décisions, alors il y a des chances qu'il y ait des arbitrages qui soient favorables aux enjeux de l'écologie, aux enjeux sociaux et aux enjeux économiques. Les banques en Allemagne ont confiance dans les entreprises où les salariés sont présents, parce que finalement c'est un gage de durabilité. C'est pas un frein à l'économie, bien au contraire. Deuxième étage de la fusée, pour moi essentiel, c'est que la démocratie doit descendre dans l'atelier.
confère les lois Auroux qui n'ont pas fonctionné sur le droit d'expression des salariés. Parole et pouvoir. On retrouve les deux entrées du rapport. Dans ces deux propositions, pour moi, c'est les deux étages. Et donc, je travaille sur une proposition pour rénover, retrouver la voie du droit d'expression des salariés sur les organisations de travail. On est un des pays où le sentiment de vivre des bouleversements au travail préjudiciables pour la qualité de vie est un des plus élevés. Et donc il faut bien reprendre à cet endroit-là si on veut moins de burn-out, si on veut que les gens retrouvent l'envie de travailler. Moi, j'aime pas l'idée de valeur travail, mais j'aime bien l'idée que le travail a de la valeur et qu'il faut qu'il ait cette valeur et qu'il faut qu'on travaille à ce qu'il soit de qualité. Et cette qualité, elle se fait avec celles et ceux qui sont concernés. Puis troisième étage de ma fusée, qui peut-être ouvre sur des champs un peu plus larges, je dépose là prochainement une proposition de loi pour que la nature rentre dans les conseils d'administration des entreprises. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Nord6, mais elle a intégré dans son tour de table une fondation d'acteurs de la nature qui dispose de 10% des parts non inaliénables, on ne peut pas les racheter, et qui ont un droit de veto sur des questions écologiques. Pourquoi je propose de rajouter ça? Évidemment, j'ai foi dans la démocratie des humains, mais je crois aussi que si nos alliés non humains trouvent leur place aussi dans ces conseils de surveillance et conseils d'administration, alors les arbitrages seront sans doute beaucoup plus favorables. Aujourd'hui, notre droit ne donne pas de place à ce qui n'est pas humain, à ce qui n'est pas une entreprise. Et donc la biodiversité, je vous le dis, à l'endroit où je suis, perd tous les arbitrages. Tout le temps. On peut prendre dans tous les sens. À chaque fois, elle doit s'effacer devant l'impérieuse nécessité économique, l'impérieuse nécessité parfois sociale, tout ce que... voilà. Et du coup, je trouve que l'amener dans le tour de table, ça veut dire évidemment que c'est des gens qui y représenteront, et c'est toute la question de quelle manière ça peut se passer. Ben voilà, 3 étages pour amener la démocratie autrement dans l'entreprise. Mais je suis vraiment profondément convaincu que, y compris je suis un député de gauche, que la gauche ne s'est pas assez intéressée ces dernières années à la question du travail, qu'elle parle de l'emploi, qu'elle parle elle peut parler de l'économie, mais elle ne parle pas du travail. Et pourtant, c'est une préoccupation majeure, partagée par tout le monde. Et donc, il faut retrouver ce chemin-là, et qu'on a abandonné avec l'idée du progrès social, on a accepté que le droit du travail s'efface. Moi, je pense qu'il faut des nouvelles conquêtes, et que les conquêtes démocratiques sur le travail, ça va ouvrir des voies extrêmement intéressantes et que ça touchera d'autres aspects de nos vies. Voilà, dans une entreprise, on peut participer à de l'achat en commun, on peut imaginer qu'elle devienne un espace pour participer à des votations locales. Il y a 1000 choses qui peuvent s'imaginer à partir du moment où la démocratie trouve sa place dans l'entreprise, tant sur le travail, mais tout simplement à l'intérieur aussi du périmètre de l'entreprise. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on ouvre la table ronde pour faire une table très 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 ronde avec tout le monde autour et qu'on partage le micro. C'est parti. Alors je pense que je suis économiste, Gabriel Colettis. Je pense que pour arriver aux résultats vers lesquels vous voulez tendre, il y a au moins 2 champs qu'il faut véritablement approfondir. Le premier champ, c'est le champ du droit. Quand je parle du champ du droit, vous avez parlé de la loi Pacte tout à l'heure. Malheureusement, on est encore en matière juridique en France dans une situation où le droit français, je parle du droit positif, ne reconnaît que la société et pas l'entreprise. Or, la société, ce sont les personnes et le plus généralement les capitaux qui sont réunis, donc les détenteurs de capital. Aussi longtemps que l'entreprise ne sera pas reconnue comme une entité juridique pleine et entière, je ne vois pas comment les salariés pourront être des parties constituantes. Donc ça, c'est vraiment un chantier très important, c'est de ne pas confondre société et entreprise et créer cette catégorie juridique. Par ailleurs, en matière comptable, là je change de registre, je ne suis plus dans le droit mais plutôt dans la comptabilité, les salaires sont considérés comme étant des coûts. Ils sont considérés comme étant des charges, les cotisations sociales qu'on appelle les charges. Aussi longtemps qu'on continuera de considérer les salaires, donc la rémunération des travailleurs, comme étant des coûts, comme étant des charges, on n'avancera pas. Ce qui veut dire en d'autres termes, et je termine, qu'il faut partir non pas des profits, mais il faut partir de ce qu'on appelle le solde intermédiaire de gestion, c'est-à-dire la valeur ajoutée,
Et à partir du moment où l'entreprise crée de la valeur ajoutée, alors il est possible non pas de diminuer les salaires, mais de maximiser les salaires. Parce que plus vous aurez une valeur ajoutée forte, et plus vous pourrez distribuer des salaires élevés. Et à ce moment-là, vous voyez bien que la question du salaire ne se pose pas comme étant un coût, mais comme étant quelque chose qu'il faut maximiser. Merci. Je vous propose de prendre trois remarques et puis de vous laisser la parole après. Oui, bonjour. Clémence Souchet, cabinet des conseils. Moi, j'avais une question pour vous, Monsieur Fournier. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de votre parlement de circonscription? Tout d'abord, comment vous l'avez composé? Pourquoi 80? Quel profil? Quelle modalité de participation, etc. Et deuxièmement, comment est-ce que vous l'animez? C'est-à-dire comment est-ce que vous partagez la connaissance, comment est-ce que vous construisez la connaissance nécessaire à discuter des sujets que vous traitez, comment sont choisis ces sujets, quel mode de délibération, etc., etc. Merci. Je vois bien. Sans question. Et j'en avais une ici. Merci. Bonjour. En fait, moi j'avais une question. Moi, je travaille dans l'économie sociale et solidaire, même si on sait bien qu'on est un peu différent, mais enfin quand même ça donne quelques leçons. Il y a quelques idées. Moi, il y a une question que j'aurais envie de vous poser un peu à tous les deux, c'est est-ce que dans les travaux que vous menez, vous avez intégré le coût de la démocratie? Donc vous arrivez maintenant, on a eu une discussion aussi ce matin, etc. Et en fait, on voit bien qu'un des principaux éléments, on dit la démocratie, ça prend du temps, etc. Ce qui est vrai, ça permet beaucoup plus de choses parce que ça crée du commun, enfin bref, tout ce qu'on veut, mais ça a un coût. Et c'est important que justement, dans les démocraties qui fonctionnent, en ce moment on a un débat sur la rémunération des élus par exemple, mais à la base c'est fait pour empêcher la corruption, c'est fait pour empêcher que les élus, ça soit que ceux qui ont le temps, qui sont des rentiers, et donc ça participe d'assumer un coût. Et on pourrait le dire dans l'entreprise, qui doit le payer avec du temps de travail, mais on pourrait le parler dans les services publics. Si demain on veut associer les parties prenantes, même si on fait un tirage au sort, une convention citoyenne aujourd'hui pour qu'elle fonctionne, on rémunère les gens pour qu'ils y participent, mal, sur un barème à définir, mais on considère, comme quand on est juré, que on a besoin d'un temps de cerveau plein et entier des gens pour qu'ils puissent se former, prendre le temps d'enquête, enfin voilà, qu'ils puissent prendre ce temps nécessaire à faire de bonnes décisions. Donc est-ce que dans vos propositions, vous arrivez à intégrer ça? Parce qu'on a l'impression que quelque part, la démocratie, tout le monde est prêt à dire mais oui, évidemment, il en faut plus, mais il ne faut pas que ça coûte plus d'argent. Confère le fait que nous, on a arrêté les élections à sécurité sociale depuis bientôt 40 ans. Et là où je trouve ça intéressant, c'est aussi que ça développe par rapport, j'essaie un peu de tirer le fil de ce qu'on se raconte nous déjà depuis ce matin, de cette culture démocratique. Parce que moi, ce que j'avais du mal peut-être à intégrer, et ce que je trouve difficile, c'est quand on dit la démocratie c'est simple, il s'agit en fait d'un peu d'espèce d'assemblée générale permanente, ou tous les 10 jours, avec tout le monde. Alors que je pense que c'est un peu ça qu'on voit là sur ce que vous donnez là, et même dans la suite des discussions qu'on a pu avoir, c'est qu'en fait c'est plutôt une multiplication d'espaces où on développe cette culture, et l'université peut y contribuer d'ailleurs, une culture, une capacité à discuter démocratiquement dans tout un tas d'espaces qui viennent s'ouvrir à nous, mais ça coûte de l'argent, et donc est-ce que vous avez prévu et trouvé des moyens pour le financer? Pas mal. Alors, j'ai juste une phrase qui s'ajoute à ça. Une phrase. Et après, on vous redonne la parole. Juste pour cette question-là, pour dire que je suis pas d'accord avec Sébastien pour évaluer le coût de la démocratie, parce que je pense qu'il faudrait qu'on sache mesurer dans les KPI comptables la valeur de la démocratie, c'est-à-dire la valeur d'avoir fabriqué par nos méthodes, par nos processus, des citoyens qui se sont enrichis de la démocratie et qui enrichissent la démocratie. Donc oui pour le coût, mais si on sait comptabiliser la valeur. Super, plein de virgules. Allez, je vous redonne la parole et je prendrai peut-être quelques remarques après. Dans quel ordre? Qui souhaite Charles, vous Allez. voulez pas démarrer? Je commence ou ouais. Je vais commencer par la dernière question sur la question du coût. Alors, j'avais, quand j'étais élu régional, dans mes propositions, il y avait le 1% démocratique à l'échelle de ma région. Et quand je disais ça, on me disait mais t'es complètement fou, 1%, ça fait 15 millions d'euros. Pourquoi on mettrait 15 millions d'euros
pour améliorer la démocratie dans notre région. C'était 1% du budget. Moi, je pense que c'est un vrai sujet. Alors, oui, bien sûr, il faut mesurer la valeur comptable, mais néanmoins, si on considère qu'elle est dans un état inquiétant, qu'il faut porter cette culture de la participation, qu'il faut lui permettre de retrouver place partout, alors oui, c'est un choix, c'est un investissement, et ça a un coût. Et ce coût, il faut l'assumer. Seulement, on a toujours l'impression que ça a été abordé comme une espèce de supplément d'âme, ou comme élément de réparation d'une démocratie représentative qu'on n'a plus interrogée. Et on lui a rajouté la démocratie participative, mais plutôt dans une approche un peu événementielle, communicationnelle, plutôt que comme une transformation profonde des processus de décision. Et donc, oui, tout ça, ça a un coût, c'est un choix, et il faut s'en donner les moyens. Moi, quand j'étais vice-président d'une région, alors j'étais minoritaire dans la majorité, c'était une alliance, mais j'avais on m'a dit, tu veux une vice-présidence à la démocratie, ce serait une première, t'as raison, c'est très bien. Bah, par contre, il n'y aura pas de budget. Hein. Parce que quand même, voilà, c'est pas. Et on te mettra une personne, mais quelqu'un qui aura peut-être pas envie d'être là, parce que quelqu'un ne sait pas quoi faire, et on va le proposer là. Voilà, on est parti de ça. À la fin, il s'est passé autre chose, et on a réussi à imposer un peu de budget, mais pas le 1% dont j'ai parlé. Donc moi, je réponds favorablement. Enfin, en tout cas, je considère que ça, c'est tellement essentiel qu'on doit être capable de mobiliser argent public, argent privé sur cette question-là. Je pense que c'est une des clés de la réussite. Sinon, je crains qu'on reste en surface et qu'on ne se donne pas les moyens d'aller au bout d'un certain nombre d'expériences. Sur la question qui était posée, entreprise-société. Moi, j'aime bien le mot société, parce qu'il renvoie, et alors je ne suis pas juriste, mais il renvoie à l'idée de quelque chose de collectif. Et pas forcément tel que c'est aujourd'hui, mais je suis sûr, je ne suis pas juriste, mais je pense que ça vaudrait le coup de creuser. Est-ce que l'entreprise appartient vraiment bien à ceux qui détiennent les capitaux? Ben oui, mais moi, alors, si le droit dit ça exactement, alors il n'y a rien à espérer du droit tel qu'il est, mais par contre, je pense que c'est ce qu'il faut bouger. C'est que donc je vais dans votre sens, je ne sais pas si c'est le mot entreprise qu'il faut employer, moi j'aime bien le mot société, à dire qu'une société, c'est une affaire collective. Et d'ailleurs, quand on emploie le mot société, c'est plutôt pour parler du collectif et moins pour parler des actionnaires. Et donc, je serais pour qu'on donne un sens profond à ce que c'est qu'une société et qu'on fasse évoluer le droit dans le sens de ce que vous dites. Pour moi, ça me paraît plus qu'essentiel, parce que sinon, on n'arrivera pas à ce que vous dites. Mais je trouve qu'il y a plus d'ambiguïté. Mais comme je ne suis pas juriste, je m'en remets à vous sur cette question. Sur la question de la comptabilité et la considération de la valeur, de considérer le salaire, non pas comme charge, je peux être qu'en accord évidemment avec ça, et je considère aujourd'hui qu'on a tellement dégradé le travail qu'on a dégradé avec l'idée du salaire, c'est-à-dire qu'on a entraîné avec l'idée que si tout va mal, c'est parce que le coût du travail est trop élevé. C'est le seul débat qui est autorisé, mais je pourrais faire la même avec la sécurité sociale, où finalement le seul sujet c'est le trou de la sécu et c'est de votre faute, et c'est pas, est-ce qu'on pourrait, en 1945 quand on a créé la sécurité sociale, je crois que le déficit c'était 160% du PIB, enfin quelque chose comme ça, aujourd'hui c'est 115%, enfin oui, ça allait pas mieux. Moi j'ai proposé la sécurité sociale de l'alimentation, j'ai déposé une loi sur le sujet, parce qu'il faut s'autoriser à imaginer qu'on remette plus de partie de nos vies en commun. Voilà. Et donc, je ne peux que souscrire à ce que vous dites. Il faut réinvestir le salaire comme un élément d'une valeur commune qu'on met dans l'entreprise. Et donc, je partage totalement ce que vous avez dit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, malheureusement, le salaire a été pour partie remplacé par des primes, par de l'épargne que vous pourriez débloquer pour acheter. Là, il y a une proposition de loi il n'y a pas longtemps. Débloquer l'épargne salariale pour pouvoir acheter des voitures. Enfin, je fais un peu court, mais c'était ça. C'était le seul exemple qu'il y avait dans la proposition de loi. Moi, je l'ai réorienté par un amendement sans le faire exprès, en disant que tout cet argent allait aller dans un fonds pour la reprise d'entreprise par les salariés. Et donc, ça a mis le bazar dans la commission. Vous verrez, il y a une petite vidéo qui raconte ça, c'est drôle. Mais voilà, et donc du coup, je pense qu'effectivement, c'est un sujet. J'ai pas parlé de l'ESS, je voulais dire un mot sur l'ESS. Je pense qu'on a là à portée de main des modèles qui existent, qui inspire ce que peut être la démocratie, et donc dans le travail et dans l'entreprise. Et donc autant s'appuyer sur ce qu'elle existe. Pour moi, ça constitue une réalité actuelle et un horizon pour le reste de l'économie. Mais l'ESS elle-même, pendant un temps, je trouve, ou en tout cas ceux qui la représentaient, se sont pensés comme une niche à côté de l'économie.
On a dépolitisé la question de l'économie sociale et solidaire. Moi, je pense qu'il faut la replacer comme étant une ambition de transformation de toute l'économie. Je disais la même chose dans un colloque où j'intervenais juste avant sur l'économie de la fonctionnalité. Pareil, c'est un truc, c'est super comme ça, voilà, mais si c'est juste pour mettre un supplément d'âme, si c'est pas quelque chose qui va transformer en profondeur, alors on passe à côté et ça ne fonctionnera pas. Et donc je crois que l'ESS, il faut la réaffirmer comme étant le modèle auquel on peut arriver. Il y en a plusieurs à l'intérieur, ça tombe bien, pour une économie qui soit une économie qui intègre, qui prenne en considération les limites planétaires, qui nous fasse collectivement progresser. Voilà pour je ne sais pas si j'ai oublié une question. J'ai pas l'impression. Ah, pardon. Ah bah oui. C'est pas que je voulais pas répondre. D'abord, vous dire que ce Parlement, quand j'ai été élu, j'avais fait une promesse de campagne de créer ce Parlement en disant, moi, je peux vous promettre le SMIC à tant que vous voulez, mais je suis 1/577e, je vais pas maîtriser ça. Donc, je peux vous dire quel est le programme. Par contre, ce sur quoi je peux m'engager, c'est sur la manière dont je vais faire, sur comment je serai député. Et ce Parlement faisait partie de cette proposition. Voilà. J'ai demandé à des habitants, j'ai lancé un appel pour élaborer ce Parlement. C'est pas moi qui l'ai élaboré. C'est des habitants et j'ai financé un accompagnement de ces habitants pour élaborer la charte, le règlement, sans en faire trop là-dessus, de ce Parlement. Ça, c'était important pour moi pour que ça soit pas mon Parlement. C'est le Parlement de circonscription. Deuxième élément, pourquoi 80 ? C'est à peu près ce que j'arrive à faire parce que j'ai aucun moyen pour faire ça. Moi, j'utilise mon enveloppe dédiée à mes frais pour faire fonctionner ce Parlement, parce que je prends en charge les repas, les locations de salles, tout ce qui va avec. Je suis dans une seule ville, donc j'ai pas de frais de déplacement. Mais par contre, il y a des frais de garde, et je les paye non pas sur mes frais de mandat, mais de ma poche, pour que ça puisse exister. Et ça me paraît absolument... Mais il n'y a rien qui est prévu pour ça. Le coût de la démocratie. Hein, voilà, je renvoie, confère à la question qui était posée là. Ce Parlement choisit ses sujets. Il choisit ses sujets et on détermine ensemble les livrables. Il ne travaille pas forcément sur mes sujets. Ils m'ont amené à travailler sur des sujets sur lesquels je n'avais pas prévu de travailler. Après, je ne peux pas travailler sur tout, donc on se met d'accord sur ce qui va être possible de faire. Ils se réunissent 5 samedis par an, journée complète, et entre 2 séances, c'est à nous de travailler, pas à eux. C'est la règle, parce que sinon, il n'y a que ceux que j'appelle les TLM, toujours les mêmes, qui ont beaucoup de temps pour ça, qui vont travailler beaucoup, et qui vont occuper tout l'espace et faire en sorte que ça sera leur affaire et pas l'affaire de tout le monde. Et donc moi, je veux que des gens qui n'aient pas le temps trouvent la place quand même dans cette affaire-là. Et c'est animé par plusieurs personnes, des citoyens, mon équipe de collaboratrices qui a été formée à la facilitation pour pouvoir le faire et qui accompagne les travaux. Et ils sont associés à tout. Quand je fais des auditions, ils sont là. Quand je vais poser une question au gouvernement, c'est leur question telle qu'elle a été écrite que je pose au gouvernement. Donc voilà, donc je ne peux pas tout vous détailler. J'ai des documents qui racontent ça. On vient de faire un document d'évaluation pour documenter ce Parlement. Personne n'en parle, ça n'intéresse pas beaucoup les médias, tout ça, hein, quand même, franchement, ça se raconte pas, paraît-il. On m'a dit un média un jour. Moi, je trouve que ça se raconte, mais peut-être, voilà. Et j'essaye, en tout cas. Voilà. Et je trouve que ça devrait ouvrir la voie à des réflexions sur et comment ça pourrait se passer si on l'élargissait à d'autres. Je sais que d'autres commencent à faire un peu des pratiques similaires. Est-ce qu'il n'y aurait pas une capacité, par exemple, à renforcer l'enveloppe de moyens pour pouvoir rendre ça possible ? Parce que moi, mes collaboratrices, parce que c'est des collaboratrices, elles courent beaucoup après le temps pour rendre possible, et on voit ici une qui est ici, pour pouvoir rendre possible ce Parlement. Par contre, c'est une obligation que j'ai fixée dans leur contrat de travail d'être présente pour ce Parlement, parce que pour moi, c'est un objet collectif, c'est pas mon objet, c'est un objet qui nous appartient à toutes et tous. Merci beaucoup. Je réponds aussi, Corentin ? Oui. Merci. Merci pour toutes ces questions qui permettent effectivement de faire des précisions importantes ou de rentrer dans les sujets vraiment cruciaux. Et je voudrais aborder 2 points et j'aurai deux points pour chaque point. Mon premier point, c'est la question du coût de la démocratie. Et là, je pense que c'est important en fait de renverser un peu la charge de la preuve et plutôt rentrer dans une perspective où ce qu'on devrait être capable de faire, c'est d'identifier le coût de la non-démocratie, le coût de l'absence de démocratie. Et c'est ce que nous essayons de faire dans le rapport. C'est par ces 9 crises auxquelles je vous ai fait allusion tout à l'heure, c'est de montrer que sur chacune de ces crises, en fait, l'absence de démocratie dans le travail génère
ce que nos amis économistes appellent des externalités négatives, qui sont en fait prises en charge par les pouvoirs publics ou pas prises en charge par les pouvoirs publics parce qu'ils croulent sous les externalités négatives. Et du coup, on se retrouve dans un monde où l'entreprise nous fait croire que elle est légitimement préoccupée par sa rentabilité et sa course pour le profit, alors qu'elle est en train, en fait, d'externaliser sur la société un ensemble de coûts inimaginables qui est en train de tuer la démocratie politique et la planète. Donc, la perspective ici, je pense, c'est de raisonner autrement. Après, de ne pas tout quantifier non plus, parce que quand on parle de coûts, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer comme un coût et pourtant qui sont des graves conséquences de l'absence de démocratie. Et du coup, ici, je voudrais dire que la proposition que nous faisons dans le rapport, précisément, va permettre de prendre en charge le coût de la démocratie, si vous voulez en parler. C'est-à-dire de reconnaître qu'évidemment, une organisation qui se met sur un chemin de transition démocratique et qui va passer de deux administrateurs élus par les salariés, mais pas parce qu'ils ont du capital, hein, parce que simplement ils sont des investisseurs en travail dans l'entreprise, donc ce que prévoit la loi Pacte, à une situation où on aurait la moitié des membres du conseil d'administration dans un modèle allemand, à une situation où en fait le comité d'entreprise aurait la capacité de veto sur les décisions du conseil d'administration, donc un système à double chambre bicamérale, jusqu'à arriver à une coopérative de travailleurs. On voit bien qu'il y a des coûts là de participation, enfin tout ce dont vous avez, tout ce à quoi vous avez fait allusion. Eh bien précisément notre proposition, et là la France est pionnière et je voudrais saluer les travaux de Thibaut Chrismer qui est, je crois, dans la salle et de AD Conseil qui a décidé de financer une thèse en chiffres avec Dominique Méda à Paris Dauphine et qui me permet de travailler avec toute cette équipe formidable pour mettre sur pied quoi? Un indice de développement dans les organisations, développement démocratique dans les organisations, qui est l'embryon sur lequel on s'est appuyé pour développer cette proposition pour le gouvernement espagnol. Parce que l'idée, c'est justement de dire, bah, si vous vous mettez des contraintes de participation aussi importantes, bah, forcément, ok, ça va prendre du temps. Il faut former vos investisseurs en travail, mais évidemment. Eh bien, donc, vous savez quoi? On va vous favoriser. Nous, pouvoir public, on va vous donner un taux d'impôt sur les sociétés plus intéressant. On va vous donner un accès prioritaire au marché public. On va vous donner un accès prioritaire aux subventions publiques et à tous les soutiens que l'État donne aux entreprises qui se chiffrent en France à des milliards. Il n'y a pas de raison que si une entreprise, justement, se met sur ce chemin pour, en fait, à l'arrivée, internaliser ses coûts, que sinon l'État doit essayer de prendre en charge en termes d'inégalité, en termes de pollution, en termes de tout ça, eh bien, il n'y a pas de raison qu'à un moment, le pouvoir public ne sache pas faire le switch, si vous voulez, et se dire, ben, en fait, on doit changer notre boussole, et notre boussole structurante du déploiement de tous nos outils incentive, d'incitation des entreprises, pour raisonner comme un économiste, eh bien, les incitations, elles doivent permettre aux entreprises d'avancer sur ce chemin de démocratisation. Donc, bien sûr qu'on va être sérieux par rapport à ce coût et on va, en fait, le permettre aux entreprises de le prendre en charge parce qu'on va les favoriser, nous, pouvoir public. OK? Donc, ça, c'est la réponse structurelle qu'on propose dans ce rapport et qui est une proposition, évidemment, qui peut s'appliquer dans n'importe quel contexte national. Ça, c'était la première partie de ma réponse à vos éléments très pertinents. Et la deuxième, c'est par rapport à ce débat entreprise-société. Donc, bien sûr, je pense nous sommes beaucoup à avoir lu, en tout cas dans la salle, je pense, les travaux de Jean-Philippe Robé, l'entreprise et la société, ce que sais-je, de 1999, puisque je suis belge, qui évidemment a permis de faire entrer dans le contexte francophone cette préoccupation qui est une préoccupation qui a été identifiée par les gens sérieux qui travaillent sur l'entreprise depuis longtemps. Le problème, c'est quoi? C'est qu'effectivement, la structure juridique de la société ne correspond pas du tout aux structures sociologiques de l'entreprise.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre dans une perspective de démocratisation de l'entreprise? Eh bien, on reconnaît qu'en fait, l'entreprise est une entité politique qui est beaucoup plus large que juste son squelette juridique, si vous voulez, qui est structuré autour de la société anonyme. Et il faut réfléchir avec le squelette que l'on a, aujourd'hui avec nous, qui est cette société anonyme, pour équiper la société, si vous voulez, à vraiment arriver à la taille de l'entreprise, en quelque sorte. C'est-à-dire institutionnaliser l'entreprise. Et là, il me semble que si vous raisonnez, par exemple, si vous réfléchissez à l'Angleterre, l'Angleterre moderne, qui n'a qu'un roi et une chambre des lords, le moment où l'Angleterre, au XVIe siècle, se dit on va peut-être devoir quand même donner une représentation à nos commons, parce qu'en fait, ces commons, ce sont ceux qui font vivre la société. Sans eux, il n'y a pas de société britannique. Il suffit pas d'avoir des lords qui sont les propriétaires des parts, les propriétaires des terres. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va équiper, on va reconnaître, constitutionnaliser un pouvoir politique qui est celui de ces commons, des investisseurs dans la société britannique. Mais on va pas mettre par terre la Chambre des Lords. Ils n'ont pas mis par terre la Chambre des Lords. Ils ont construit la reconnaissance juridique de la Chambre des Commons. Et je pense qu'il faut suivre la même logique, parce qu'en fait, on a tout inventé, si vous voulez, dans l'histoire de la démocratisation. C'est pour ça que raisonner sur l'entreprise comme étant une entité politique, c'est extrêmement aidant, parce qu'en fait, on ne doit pas la inventer grand-chose, on doit juste se dire comment on va poursuivre cette logique de démocratisation. Eh bien, on a dans l'entreprise française, par exemple, un comité d'entreprise, ou un conseil d'entreprise, vous l'appelez conseil d'entreprise. Eh bien, ce conseil d'entreprise, c'est la représentation de ceux qui investissent en travail. Et pourquoi ne pas imaginer simplement de les reconnaître comme devant peser sur les mêmes décisions qu'un conseil d'administration? Vous pouvez faire évoluer dans une perspective d'évolution de l'entreprise, en gardant la société anonyme, mais en révisant effectivement ses statuts, en lui donnant un système, par exemple, à double chambre. Vous ne devez pas tout mettre par terre, vous ne devez pas tout casser. Vous avez, en fait, en France, vous avez vraiment tous les éléments. Vous avez la pratique, vous avez la connaissance pour avancer, pour réellement encastrer les entreprises dans l'histoire démocratique, de la démocratisation politique. Merci, du coup, merci. Je dois m'arrêter. Oui, pardon, commentaire. Oui. Je suis désolé, Isabelle, on a déjà bien dépassé le temps. Pardon. Donc, je vous propose que la prochaine fois que tu viens en Europe, Isabelle, on organise une table ronde de 2 heures sur le sujet, avec grand plaisir. Et puis, je vous enverrai tout ça. Si je peux, juste 30 secondes pour dire que, justement, pour tous ceux qui sont et toutes celles qui sont présentes dans la salle, le 9-10 avril, avec l'Agora d'Odesse, on va organiser donc à Lille une université de printemps pour rentrer un peu dans la discussion de ce rapport et réfléchir à sa résonance dans le contexte français. Je pense que avec vous, il y a aujourd'hui Magali et Gaëtan qui sont là et qui vont certainement en parler. Ils l'ont annoncé. C'est génial. Donc on se revoit bientôt. Je viens en Europe assez souvent, c'est là que je vis. Donc on se voit. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, bon travaux.